Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous avez eu le temps de déjeuner et de faire une petite pause après cette matinée intense. Avant de reprendre sur la thématique de cet après-midi avec le cycle de conférences suivant, on a le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous Madame Christine Albanel, qui est directrice exécutive RSE et solidarité du groupe Orange, présidente de la Fondation et ancienne ministre, et qui va nous faire un discours d'introduction sur le thème de la journée dans son ensemble, avant qu'on reprenne le thème de l'après-midi sur la tech comme catalyseur de violence contre les femmes ou outil de lutte pour leurs droits. Donc je vous laisse la place, Madame. Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie d'être en votre compagnie donc cet après-midi pour ouvrir pour cette conférence dans le cadre de cette 8e édition du forum Jump, dont nous sommes en effet très heureux à Orange d'être partenaire très enthousiaste depuis l'origine. Jump qui effectivement œuvre pour les carrières des femmes, toutes les thématiques en fait liées à l'égalité professionnelle. Une thématique, je crois, qui nous touche tous, naturellement. Et je pense que c'est vrai quand même que beaucoup de chemin a été parcouru au cours des dernières années, de manière un peu constante, bien sûr. Je pense aux avancées législatives, malgré tout, qui marquent chaque fois, qui crantent, en fait, des situations nouvelles, qui suscitent d'ailleurs parfois une certaine perplexité. Je me souviens quand il y avait des quotas, quand on a lancé les quotas en politique, par exemple, où vraiment il y avait cette idée, je me souviens d'Elisabeth Badinter qui disait « mais quand même, moi j'ai pas envie qu'on me choisisse pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais ». Et ça, c'était le grand sujet. Et en même temps, on sait bien que les quotas, ça sont certainement un mal nécessaire et que c'est, par exemple, la loi Copé-Zimmermann sur les conseils d'administration. Là aussi, tout le monde l'a regardé avec un peu de perplexité en se disant, mon Dieu, mais finalement, aujourd'hui, eh bien, ça a changé beaucoup. Et non seulement dans les conseils d'administration, mais finalement, après, on s'aperçoit que quand il y a ainsi des fortes présences, eh bien, il y a un effet également de contagion. Il y a un effet de changement d'atmosphère et il y a des choses qui deviennent un petit peu des réflexes et des automatismes. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Et évidemment, depuis maintenant les toutes dernières années, tous les mouvements sociétaux qu'on a tous et toutes en tête, bien sûr MeToo, ça aussi, ça change énormément les choses parce que voilà, il y a beaucoup de thématiques maintenant qui sont assez évidentes. Et puis le niveau, je dirais, d'exigence, le niveau de tout ce qui apparaît comme un peu insupportable, difficilement tolérable, etc., c'est complètement modifié. Ça, ce sont vraiment quand même des conquêtes très, très, très précieuses. Alors, ça ne veut pas dire que tout est gagné, loin de là. Et parfois, on n'avance pas forcément très vite. Et en plus, on se trouve parfois face à des situations, et c'est d'ailleurs finalement l'objet de ce forum, qui est cette idée au fond, quid des femmes, notamment au plan professionnel, sur fond de cette transformation digitale. Et ça, c'est un peu le problème, évidemment, que l'on a bien en tête. Parce que finalement on est dans une situation de paradoxe, d'assez grand paradoxe. Il y a le fait que ce sont des opportunités très clairement pour l'emploi. On sait que ce sont entre 220 000, 170 000 et 220 000 emplois nouveaux qui vont être créés dans ces secteurs. Et ça veut dire des emplois, évidemment. C'est normalement des opportunités nouvelles pour tous. Avec quand même un petit codicile, c'est que professionnellement, actuellement, par exemple, ces jours-ci, il y avait beaucoup d'articles sur, mettons, les évolutions de la grande distribution, dont on sait qu'elles emploient énormément de femmes, et on voit qu'aujourd'hui, par exemple, l'automatisation des caisses, la digitalisation, et d'ailleurs toutes les évolutions du e-commerce, au fond, portent d'abord atteinte à celles qui sont particulièrement nombreuses dans ces secteurs, dont on sait que c'est souvent des personnels assez peu diplômés, assez peu qualifiés. Donc,
situation paradoxale, à la fois une chance d'un côté, et puis en même temps, en effet, un risque. Et puis on aurait pu penser quand même que malgré tout, les femmes étaient à peu près, peut-être armées quand même, parce que finalement, au départ, les femmes étaient très présentes, paradoxalement. On l'a un peu oublié, mais dans les débuts de l'informatique, les femmes étaient en fait très présentes. Bon, on a en tête parfois la figure un peu mythique d'Ada Lovelace, la fille de Lord Byron, qui était considérée comme la première programmeuse parce qu'elle avait fait des programmes destinés à être appliqués par des machines. Donc, alors tout ça se passait au début du 19e, donc on n'était pas encore à la pointe extrême de l'informatique, mais enfin elle est considérée comme telle. Et puis finalement, il y avait beaucoup de programmeuses au départ, finalement qui étaient des femmes. Et puis finalement, c'était les secrétaires aussi, extrêmement nombreuses. Et il y a quelques années, qui étaient sur des machines, qui sont passées de la machine à écrire très très basique, finalement, au traitement de texte. Ce qui fait qu'il y avait de fait une espèce de... Il semblait qu'il y ait une espèce de fluidité en fait entre le digital et l'informatique au départ, en tout cas, et les femmes. Et puis, on sait bien aujourd'hui que finalement, il n'en est rien, qu'il y a seulement 33% de femmes dans les métiers de l'informatique, ce qui est évidemment dans les métiers du numérique, que 15% seulement sont dans le développement informatique, 11% seulement dans la cybersécurité. Alors, on peut dire que c'est normal, ça commence, si vous voulez. Mais enfin, on voit bien qu'un secteur qui est extrêmement porteur d'avenir aujourd'hui, qui cherche à recruter partout à tour de bras, c'est certain. Et nous, on le vit chez Orange, où nous avons justement Orange Bank qui va se développer. Bon, c'est vraiment le moment. Eh ben, il y a très très peu de femmes finalement en situation de prendre les postes. Et on voit qu'en 20 ans, la place des femmes dans l'informatique a été en réalité divisée par 2, selon les chiffres. Ce qui fait que non seulement on ne va pas vers une progression, mais on va plutôt vers une diminution. Donc vraiment, il y a un réel problème. Alors, et au point d'ailleurs que parfois, et ce qu'on a pu voir dans les dernières années, c'est qu'il arrivait que des femmes forment des hommes qui devenaient ensuite leurs patrons, en fait. Et il y a un bon exemple de ça dans, vous avez peut-être lu beaucoup d'entre vous le roman L'Amie prodigieuse. Et ben, c'est très intéressant de voir, je ne sais plus dans quel tome c'est, il me semble que c'est dans le tome 2, de voir que Lila, qui est la surdouée et l'amie prodigieuse, donc à un moment donné, vit avec un informaticien, elle est plus forte que lui. Elle le forme, elle fait l'essentiel des choses, mais c'est lui, ensuite, finalement, qui fait carrière, alors que, finalement, Lila se retrouve dans des situations professionnelles, la plupart du temps, très difficiles. Et tout ça, c'est vraiment intéressant. Alors, pourquoi là, il y a eu beaucoup d'analyses, on le sait bien. C'est vrai que, bon, on considère souvent que l'informatique étant devenue... finalement un lieu de pouvoir, assez prestigieux et assez opaque finalement, parce que l'informatique impressionne, le numérique impressionne tous ceux qui n'y ont pas accès. Donc finalement les hommes s'en sont vraiment emparés. Je pense que c'est vrai. Le côté prestige également. Je pense probablement aussi c'est un secteur où les stéréotypes sont extrêmement nombreux. On sait tous que la figure du geek, enfin cette figure qui est devenue très très familière finalement dans l'imaginaire collectif et dont probablement l'archétype est Mark Zuckerberg dans sa jeunesse, si vous voulez. C'est-à-dire, vous voyez bien, on imagine la Silicon Valley, on voit un Bermuda grisâtre, on voit un t-shirt, etc. Bon, c'est peut-être très injuste pour les geeks, mais c'est quelque chose qui s'est beaucoup imposé. Finalement, on le trouve même dans le cinéma. Enfin, on le trouve. C'est quelque chose qui quand même est certainement un modèle. Oui, c'est ça. Et également, est très lié à cette figure du geek, le jeu vidéo. Au point que souvent, d'ailleurs, il y a une espèce de mélange entre la compétence dans les jeux vidéo et les compétences informatiques. Et nous, on le voit, par exemple, à la Fondation, où on ouvre des Fab Labs solidaires pour des jeunes qui sont souvent des jeunes décrocheurs et qu'on essaye de remettre sur la voie de l'emploi.
ils croient souvent être en fait à l'aise, ou du moins ils ont l'impression qu'ils ont un certain nombre de compétences parce qu'ils ont les compétences des jeux vidéo, qui ne sont pas du tout les mêmes que des compétences professionnelles, qui ne sont pas le fait de savoir faire un CV, par exemple, avec des outils numériques, etc. Et ça, c'est aussi très, très frappant. Et puis peut-être qu'une autre raison, c'est que le monde informatique a été présenté souvent comme un monde très très froid finalement, très loin de ses applications, au fond, très loin de la réalité, loin de ce qui est concret parfois, du moins, une espèce d'approche un peu abstraite, qui est d'ailleurs très facilement notre approche à nous en France sur les sciences en général. Nous avons beaucoup de mal à être un peu dans la philosophie des sciences appliquées d'une manière générale, et nous avons tendance à être beaucoup dans le côté des sciences pures, qui ont d'ailleurs un prestige beaucoup plus grand en France, contrairement à beaucoup d'autres pays. Et je crois que ça fait partie aussi peut-être d'éléments. Alors, quoi faire c'est compliqué, il faut mettre en place un peu des politiques globales. Chez Orange, c'est vrai qu'on est très mobilisé évidemment contre la lutte contre tous les stéréotypes, quels qu'ils soient, avec la direction de la diversité. Nous essayons d'agir en amont d'abord, parce que je pense que tout se joue beaucoup dans la jeunesse, dans l'enfance. Et par exemple, des programmes ou des projets qu'on a beaucoup soutenus, comme par exemple les supercodeurs, des opérations supercodeurs qu'on mène avec nos salariés dans plus d'une large vingtaine de pays, pour des enfants qui ont 13 ans, mais avec des groupes à parité garçons-filles. C'est important parce que ça se fait naturellement. C'est-à-dire que ce sont des petits travaillant ensemble, vraiment dans une totale parité garçon-fille. Ça, c'est une façon de s'approprier de façon assez fluide, sans même y penser, au fond, les outils du codage. Science Factor aussi, on a beaucoup soutenu Science Factor. Là aussi, c'était des groupes qui menaient des petits projets scientifiques. Et l'idée, c'est qu'ils soient aussi paritaires. Et l'idée, c'est que ce soit une fille qui soit la petite chef de groupe. Ça aussi, je pense, c'est une chose intéressante. Voilà, on a été partenaire, comme beaucoup d'autres entreprises d'ailleurs, de Capital Filles. Bon, là, c'est plutôt au niveau du lycée, pour que des jeunes filles qui n'y pensent pas forcément ne se refusent pas, ne se détournent pas a priori des voies scientifiques et des voies informatiques. Et grâce aux marraines qui viennent des entreprises, qui sont justement des cadres, qui prennent de leur temps pour suivre ces filles, vraiment tout au long de l'année. Finalement, il y a beaucoup de barrières qui tombent, et il y a beaucoup de projets qui se concrétisent. Et je pense que les rôles modèles, enfin ce qu'on appelle les rôles modèles, c'est vraiment tout à fait essentiel. C'est tout à coup de se rendre compte que, voilà, que quelqu'un qui a bien réussi, qui a l'air bien dans sa peau, qui est comme ça, a suivi ce genre de voie, et que donc c'est accessible et qu'on peut mettre la barre suffisamment haut. Parce que souvent le problème des filles, mais ça c'est pas que dans les domaines de l'informatique et numérique, c'est que, bon, par exemple, une fille va dire je vais être infirmière, là où un garçon va dire je vais être médecin. Et ça, il y a souvent et spécialement dans des milieux qui n'ont, par exemple, qui n'ont pas fait des familles où les études supérieures ne sont pas familières, c'est un peu ce genre de barrière qui s'installe. Après, je pense, et puis des opérations qu'on a pu monter, par exemple des hackathons, un peu pour les entrepreneuses, c'est aussi une opportunité, parce qu'on voit qu'il y a énormément d'idées, il y a énormément d'enthousiasme. Et après, celles qui avaient été primées pouvaient aller au Women's Forum pour avoir une mise en visibilité. Je me souviens, on avait fait ça. Et je crois que ce sont... Alors, évidemment, ça ne résout pas du tout toutes les questions, mais je pense que ce sont des pistes intéressantes à suivre. Je pense aussi qu'il faut que l'entreprise, évidemment, donne l'exemple elle-même. Bon, c'est le cas, par exemple, à Orange, pour le comité exécutif. Quand même, il y a 5 femmes sur 14, avec quand même deux directrices générales adjointes, une dirigeant la France, qui est la moitié du groupe, et l'autre sur l'innovation, la recherche, Marie-Noëlle Jéguel-Vessière. Je pense que ça aussi, c'est important. On a d'ailleurs un objectif de se fixer des objectifs. Notre objectif, c'est 35% de femmes managers.
Et c'est très, il faut jamais lâcher, quoi, parce que c'est le genre d'objectif. Il faut pas penser que ça se crante à un niveau, puis après ça y reste, pas du tout. Le mouvement naturel et que ça baisse, en fait. Pourquoi? Parce que dès que vous faites des recrutements extérieurs, par exemple, qui ne sont pas dans des processus où on peut modéliser un peu les choses, où on peut faire un petit chouïa d'affirmative action, et ben ça y est, ça baisse. Donc il faut beaucoup, beaucoup d'énergie pour arriver non seulement à faire progresser, mais surtout à ne pas reculer. Et nous avons quand même une raison de satisfaction qui est dans les talent pools, c'est d'avoir atteint, d'être très proche de la parité aujourd'hui entre garçons et filles. C'est important parce que c'est évidemment l'avenir. Après, c'est plutôt dans ces talent pools qu'on va aller chercher les cadres et les cadres dirigeants de demain. Et puis c'est vrai qu'agir probablement dans l'organisation du travail, et c'est là où quand même le numérique est une chance quand même pour les femmes, parce que travailler à distance, tout ce qui est télétravail, bon, c'est vrai que plus on développe de la souplesse d'organisation, de la souplesse de mode de vie au travail et de nouveaux modes de management, quand même, plus ça peut aider et être attractif justement pour les femmes. Et par exemple, à Orange France, il y a 10 000 personnes qui sont en télétravail, ce qui est, du moins, voilà, qui se servent vraiment du télétravail. Et puis on essaye aussi que les hommes soutiennent un peu globalement cette politique. Et le fait qu'il y ait quasiment 85% des hommes chez Orange qui prennent leur congé paternité entièrement est un signe. Ça veut dire que c'est non seulement pas, vous voyez, c'est pas mis au débit de prendre le congé paternité, mais plutôt au contraire au crédit. Donc, ce sont quand même des choses qui participent ensuite d'une atmosphère incitative en réalité. Et puis, je dirais qu'il faudrait peut-être montrer que le numérique, ça c'est peut-être à destination de beaucoup de pour les jeunes d'une manière générale et pour les jeunes femmes en particulier, au fond que c'est porteur de sens, parce que finalement c'est une façon, c'est une voie de progrès tout simplement. C'est-à-dire que parler pas seulement des compétences informatiques, mais de tout ce qu'on peut apporter pour l'éducation, pour la formation professionnelle, de tout ça naturellement beaucoup pour la santé. On voit tous, on sait que aujourd'hui le numérique pour les personnes plus âgées, pour tout ce qui est domotique, donc tout ce qui est maintien à domicile, c'est un des grands sujets de nos sociétés naturellement développées. Donc pour l'éducation, c'est tout simplement, ça peut être un instrument, la maîtrise peut être un instrument formidable. Et à la Fondation, nous avons c'est vrai par exemple des maisons digitales pour les femmes, qui peuvent être, on en a 250 dans 18 pays, qui peuvent être très différentes, c'est-à-dire ça s'adapte aux besoins. Parfois c'est juste quelque chose de très basique pour apprendre à servir d'un ordinateur et faire un CV, tout simplement. Et parfois, ça peut être au contraire des modules de comptabilité, de design, de marketing, etc., pour lancer sa petite activité. Je ne sais pas, un restaurant, n'importe quoi. Voilà. Mais on voit qu'il y a un vrai blocage de la plupart des femmes qui viennent sur l'idée même de se servir d'un ordinateur. Au départ, une espèce souvent de paralysie. Parce que chez elles, dans leur famille, c'est leur fils en général, c'est leurs enfants, et spécialement leurs fils, généralement, disent-elles, qui ont cette maîtrise. Et il y a une grande fierté de ces femmes quand elles commencent à se débrouiller un petit peu, un peu d'ailleurs comme les seniors, quand ils commencent brusquement à aller sur Google parce qu'on leur a donné une tablette, et que face à cet objet effrayant, mais ils arrivent à faire des recherches, ils l'apprivoisent et ils ont l'impression de rentrer dans le siècle au même moment. Et ces femmes rentrent aussi dans quelque chose. Et beaucoup disent, je vais le dire, ma famille ne va pas en revenir, mon fils va être... Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et donc, c'est intéressant pour les femmes en question. Et c'est intéressant comme message pour tous les jeunes en général, d'ailleurs, c'est ce message du sens. Parce que finalement, on s'aperçoit que... pour les jeunes qui sont sur le marché du travail aujourd'hui, quand ils regardent une des
des plus grands critères finalement qu'ils ont au moment où ils font le choix d'une entreprise ou d'un lieu de travail, c'est les valeurs qui sont portées, c'est au fond ce qu'apporte l'entreprise aussi à la société, ce qui s'inscrit évidemment dans la loi Pacte et dans la grande thématique de la raison d'être sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs. Et ça aussi, c'est une chose intéressante, la loi Pacte, avoir cette idée de raison d'être. Parce que finalement, c'est tout à fait nouveau. Ça a suscité d'ailleurs pas mal de débats, même pas mal d'oppositions. On voit que maintenant c'est installé. Ça s'inscrit dans cette question du sens. Et ça, je pense que c'est de nature à attirer, par exemple, quand même beaucoup de filles. Voilà. Voilà ce que je voulais juste vous dire. Alors, c'est pas évidemment pas révolutionné, parce que après, on avait une petite conversation juste avant de commencer, qui était de dire qu'est-ce qu'est la nature, qu'est-ce qu'est la culture, par exemple. C'est ça le sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose chez les femmes qui fait que il n'y a pas d'attirance, voilà, quoi qu'on fasse, voilà. Ou est-ce que réellement ce sont des représentations? Est-ce que ce sont des évolutions qui pourraient changer? Ça, c'est un sujet. C'est un sujet pour le bac de philo d'hier, ce qui fait que je ne vais pas y répondre. Mais voilà. Mais on peut quand même essayer de bouger les choses. Voilà ce que je voulais vous dire.